Alors, je suis venu au travail de Lou sur les deux livres qu'elle avait publiés chez Atrabile et puis le prestige de l'uniforme. Je pense que très vite, c'était le jeu avec les codes qui me plaisait. En fait, c'était la perversion des genres. Voilà. Et puis, probablement tout le travail sur l'onirisme, le surréalisme, les images étranges, le trouble sexuel, toutes ces choses-là. En fait, j'ai même pas vu forcément un terrain commun au début, parce que probablement que mon travail à l'époque où j'ai découvert les premiers livres de Lou était pas aussi étrange que maintenant. Mais j'ai dû y voir une résonance, je sais pas. Et puis après, il y a la rencontre avec les gens aussi, c'est-à-dire, je pense pas que si la personne humaine m'attirait pas, enfin, je peux être fasciné par un travail, si la personne est détestable, j'ai pas envie de travailler avec. Donc c'est aussi ça. Même elle a un côté mystérieux comme ça, très stimulant. Donc voilà. Oui, il y avait aussi probablement le traitement des personnages, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on aime bien les personnages, ouais, j'allais dire complexes, mais tout le monde aime bien les personnages complexes, mais peut-être les personnages qui dissimulent, les faux-semblants, les mensonges, ouais, c'est ça, l'ambiguïté, puis même parfois l'hypocrisie. La manipulation, toutes ces choses-là. Ça, c'est pas si fréquent que ça en bande dessinée, où souvent on fait des archétypes. Euh, donc il y avait peut-être ça, cette forme de rapport entre les personnages. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive à mettre une tension. Souvent, on croit que pour faire un scénario palpitant, il faut qu'il y ait des poursuites et des explosions, alors qu'en fait, je pense que surtout en bande dessinée, où c'est très difficile d'être en compétition avec le cinéma dans le domaine de l'action et du mouvement. En fait, quand un dialogue est bien écrit et quand une situation est bien posée entre deux personnages, pour moi, la vraie belle tension, le vrai beau suspense, il est là, il est dans les rapports entre les gens. Mais il faut que ce soit bien fait parce que sinon, c'est pas intéressant même. Bah, le western, je ne l'ai pas demandé un western, hein, d'après ce qu'elle dit dans les interviews, mais moi j'ai oublié, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Elle m'a proposé trois histoires et c'est moi qui ai choisi le western. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai demandé à Lou de m'écrire un scénario il y a bien longtemps, enfin m'écrire ou savoir si elle avait un scénario pour moi. Après, elle est arrivée avec cette idée de western et puis très vite, bon moi on va pas dire que j'ai une liste de genres que je coche les uns après les autres. Bon voilà, science-fiction c'est fait, polar urbain c'est fait. Il me manquait le western, alors il fallait que je fasse un western. Non, c'est pas comme ça, mais il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire, je pense que avant tout, moi je fais ce boulot pour m'amuser ou même pour éviter de m'ennuyer, quoi. Euh, Parce que je m'ennuie assez vite. Alors, du coup, si je fais tout le temps la même chose, s'il n'y a jamais de surprise, bah, du coup, l'ennui réapparaît. Alors, j'aime bien l'idée du challenge. Et les livres se répondent les uns aux autres. Alors, là, je sortais de 4 ans de science-fiction où chaque élément devait être non terrestre. Donc, tout d'un coup, ça tombait à pic, quoi, de redessiner des paysages terrestres, des lumières terrestres, des sapins, de l'herbe. Un coyote par-ci, une chouette par-là, et puis les chevaux. Voilà, c'est-à-dire que bah, le cheval, c'est un peu c'est un peu on va dire le cauchemar ultime ou le test ultime. Mais hier soir, j'écoutais l'émission Mauvais Genre sur France Culture et Dionnet parlait de Giraud qui disait qu'en fait, le test ultime pour le dessinateur dans le western, c'était pas le cheval, c'était l'entrée de la locomotive en gare. Et moi, je n'ai pas eu à dessiner de saloon, de locomotive et toutes ces choses-là. C'était d'ailleurs une des parties qui me séduisait le plus. Parce que ça, c'est pas la partie que j'avais le plus envie de faire, moi. Les saloons et les villes et les.
Donc ça me plaisait bien qu'elle ait fait quelque chose de presque mental en fait. C'est un univers mental. Mais oui, oui, là au milieu il y avait les chevaux. Puis alors là, elle m'a gâté quoi. C'est-à-dire que plus le récit avance et plus il y en a quoi. Et ce qui était très bien structuré parce que du coup ça me permettait d'apprendre à les maîtriser au fur et à mesure pour qu'au moment d'une explosion finale, comme ça où il y a des centaines de chevaux, il ne reste que le plaisir en fait. Mais le western, de toute façon, ça n'est que des codes. Et je crois que les codes du western sont détournés depuis le début. Moi, il y a un western fantastique, mais le problème, c'est que j'oublie toujours le titre. Mais je sais que c'est réalisé par Joseph H. Lewis, il s'appelle. Je crois que c'est un western des années 50, avec Sterling Hayden qui joue un baleinier suédois. Non, ça vaut le détour. Il y a un duel final entre le méchant aux gants noirs et au colt d'argent. Non, je ne me rappelle plus. Il doit avoir des crosses en acre ou un truc comme ça, un peu à la con. Et puis en face, qui s'oppose à lui dans la rue, il y a Sterling Hayden avec un harpon. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais en fait, ça arrive très vite, ça arrive très tôt. Les westerns de Fritz Lang aussi détournent très tôt les codes. Donc en fait, très vite, depuis le muet, je pense que le western, ça n'est que des codes. En fait, c'est une espèce de boîte de jeu, quoi. Et on peut être fidèle à ce qu'on imagine être le genre, on peut être tenté d'être fidèle à des canons, hein, ça serait le western classique. Et puis il y a le western perverti, mais le western perverti, c'est-à-dire avec des touches d'homosexualité, de discours politique, le discours sur la guerre du Vietnam dans les années 60, etc. En fait, ça a toujours été l'auberge espagnole, le western. Donc là, on pousse peut-être juste le curseur un peu plus loin, parce qu'en fait, c'est le postmodernisme, quoi. Voilà, moi, je suis né, le western était déjà établi comme mythologie, en fait. Donc, j'ai plus à me servir. C'est comme la mythologie grecque. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Non, non, c'était pas une contrainte, parce que ça aurait été une contrainte si elle avait écrit case par case, si elle avait défini case par case. Il y a des scénaristes qui écrivent comme ça, mais moi, ça, je peux pas faire. Je peux pas travailler sur un scénario comme ça. Alors, je pense qu'elle le savait, et puis je pense que de toute façon, elle écrit comme ça, en fait. C'est-à-dire sans euh, prédéfinir le rythme de la narration. En revanche, elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire en termes d'émotions à provoquer, en termes d'ambiance et en termes de personnages surtout. Les situations sont très précises. Par exemple, l'évolution des paysages est très précise. Hein. Il fallait que ce soit vertical et minéral au début et que ça aille vers la douceur et l'organique, on va dire, au fur et à mesure que ça avance. Donc, passer du masculin au féminin, quelque chose comme ça. Tous les symboles sont très établis aussi, tous les sous-entendus, même graphiques. Non, non, pour moi, c'était un confort, c'est clair. Pour moi, la partie la plus compliquée d'une histoire, c'est de décider quelle histoire on va raconter et pourquoi on la raconte. Pour moi, le réel accouchement, la réelle douleur, en fait, elle est là. Alors, quand on a supprimé cette partie-là, ce qui était le cas ici, c'était sa partie à elle. Alors il ne reste, si l'écriture est bien faite, il ne reste que la technique. Donc si parfois il y a une forme de lassitude à le faire, elle ne vient pas du tout du fait que tout a été décidé, elle vient du fait que parfois la douleur dans le travail est une stimulation. Et là, la douleur n'était pas là. Je n'avais qu'à rendre tout ça fluide. Et puis, non, c'était aussi assez bien fait parce il y avait de la place pour moi. Visuellement, il y avait de la place pour moi. Il y a quand même des choses qu'elle n'a pas définies. Tous les spectres, toutes les apparitions spectrales. Et puis, il y avait des bouts aussi où il y a des longs dialogues. Alors ça, c'était important pour moi
de ne pas que dessiner deux personnages qui se parlent, mais d'essayer de rajouter des petits gestes, des petits regards, des toutes petites actions périphériques, des petites distractions. Donc c'était vraiment ce qui pourrait ressembler à de la mise en scène au cinéma, mais moi j'aime pas les comparaisons. Donc je sais pas quel terme utiliser. J'aime pas la comparaison bande dessinée cinéma. Alors mise en case, moi je dis mise en case. C'est un grand classique aussi, le huis clos à ciel ouvert. Enfin, c'est très western, mais ça peut être très. Je pense au film Jerry de Gus Van Sant, par exemple, ou avec Matt Damon. Là, il y a quelque chose comme ça. Et c'est des gens qui sont dans le désert, ils ne cessent d'avancer. Et pourtant, on a la sensation d'un huis clos et d'un enfermement. Au fur et à mesure qu'ils avancent, on a l'impression qu'ils s'enferment. Mais c'est aussi parce que en fait, ça coince les personnages. C'est-à-dire que les grands espaces poussent les personnages dans leur retranchement. Donc du coup, l'intimité profonde des personnages, elle ressurgit d'autant plus. Parce qu'en fait, le jeu social disparaît. On est beaucoup moins soi-même dans un café parisien qu'après avoir passé 3 jours dans un désert américain. Ça, c'est à peu près certain. Donc du coup, la dramaturgie s'intensifie. C'est pas étonnant qu'il y ait un côté théâtral qui apparaît. Alors qu'en fait, on est au milieu de nulle part. Mais c'est ça qui nous renferme sur nous-mêmes, quoi. C'est assez cohérent, mais c'était pas formulé ni dans le scénario, je ne crois pas qu'on ait prononcé le mot huis clos au cours du travail. Bien sûr, la photographie, c'est le mensonge, c'est la manipulation de la réalité. Donc le personnage principal est photographe, parce en fait, il fait partie d'une expédition, ça c'est des faits historiques, ça a existé. Après la guerre de sécession, on a voulu lancer la conquête de l'Ouest, et pour ça, on a fait presque un travail publicitaire. C'est-à-dire qu'on a envoyé des photographes et des ingénieurs, comme ça, pour recenser l'Ouest sauvage et le vendre aux gens de l'Est, leur donner envie d'aller s'y installer. Et alors du coup, évidemment, ça devient un jeu d'écho comme ça, parce que tous les personnages dissimulent des choses. Et peut-être surtout le personnage du photographe, qui a une vie passée, un passé qu'il tente de fuir. Il a commis des arnaques avec la photographie, puisqu'il montait des fausses photographies spirites. Donc déjà, il mentait à l'intérieur de ses propres photographies, tout en sachant qu'il mentait, parce que lui, il savait que les fantômes n'existent pas. Sauf que, comme la magie fait son irruption dans le récit, la photographie qui était une parabole du mensonge et de l'illusion devient en fait la fabrique de la réalité. Ce qu'il va photographier devient réalité. Et puis c'est aussi la modernité, la photographie. C'est-à-dire que c'est le monde moderne qui tente de prendre possession du monde primitif, si on veut, quelque chose comme ça. Et puis ça permet il y a différentes dimensions. En plus là, on a évidemment, bon, je vais dire une évidence, mais on n'est pas dans la photographie numérique, on est dans la photographie sur plaque de verre, donc on est vraiment dans la photographie physique, on est quasiment dans la magie en fait. Hein. Pour le dossier, non pas pour le dossier de presse, pour les photographies à la fin de l'album, on est allé voir un photographe à Paris qui fait des photos comme ça, comme au 19e, sur des plaques de verre. Mais vous voyez, on a beau avoir des iPhones et des machins fous, non, il ne faut pas dire iPhone, il faut dire Samsung et Nokia. Et on a beau être habitué à tout ça, quand tout d'un coup il y a une image qui apparaît dans un bain sur une plaque de verre, c'est totalement magique, encore plus aujourd'hui probablement. Alors imaginez à l'époque, quoi, au milieu du désert, quand tout d'un coup il y a des taches imprévues qui apparaissent sur la photo qu'on vient de prendre, il y a une espèce de double magie, quoi. Non, en plus la photographie, je crois que c'est un des thèmes favoris de Lou, c'est dans beaucoup de ses livres, en tout cas dans les livres chez Atrabile, il y a beaucoup de photographies déjà. Ouais. Il y a le rêve très vite, quoi. Et puis les couleurs aussi, elles apparaissent. Pour moi, à la lecture, c'était étrange dès le début, quoi. En fait, il y a quelque chose
Par exemple, le personnage de Stingley, l'ingénieur quasi fascisant, euh, qui sort son sexe et qui urine dès le début, comme ça, en parlant au garçon de ferme. Il y a quelque chose d'inquiétant et d'étrange dès le début. Alors après, le fantastique à proprement parler, je sais pas, c'est très compliqué parce que est-ce qu'il est vraiment là? Est-ce qu'il y a une part de rêve, d'hallucination là-dedans? Je pense que l'idée c'est de provoquer une sorte de perte de repère qui serait la prolongation de ce que vivent les personnages. Et je crois que Lou, elle aime bien l'idée que le désir est en fait asexué, qu'en fait la sexualisation du désir c'est un produit de la société. Et qu'une fois qu'on fait tomber les barrières de la société, qu'on livre les gens à eux-mêmes, euh, des pulsions insoupçonnées apparaissent, quoi. Combien de westerns y a-t-il avec des contenus homosexuels, un sous-texte quoi, qu'on peut interpréter de toutes les façons. Il y en a plein des exemples comme ça. Il y a je pense à La Rivière Rouge, par exemple, avec Montgomery Clift et John Wayne. Il y a quelque chose de... Mais tous, en fait, c'est vraiment frappant, moi, je trouve. C'est la virilité poussée à l'extrême, le western. Mais finalement, ce sont toujours des histoires d'hommes entre eux, quoi. Enfin, je veux dire, un mec qui chevauche 3 mois dans le désert avec 3 compagnons, enfin... Bon, alors après, il y a peut-être des prostituées dans les villes de passage, mais enfin, il faut que le corps exulte quand même, non? Vous savez, ça me fait penser au... Il y a pas longtemps, j'ai lu les 7 piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie, et puis il raconte très bien ça, d'ailleurs, il faudrait faire lire ça à certains intégristes du Moyen-Orient, parce que visiblement, les bédouins des déserts du Levant et d'Arabie rechignaient pas à se réchauffer les uns les autres une fois la nuit tombée. C'est décrit explicitement dans le bouquin de Laurence. Hein. Donc, en fait, Lou, elle s'est immiscée dans des interstices de récits qui ne sont pas traités frontalement dans le western. Et puis elle a levé un voile, si on veut. Mais en fait, c'est toujours là. Ouais, il y a La Rivière Rouge. Mais en fait, c'est pas un western, mais je pense aussi à Ben-Hur, par exemple. Où le réalisateur disait à tout le monde qu'il fallait jouer la scène avec un contenu homosexuel, sauf à Charlton Heston. Il ne disait pas à Charlton Heston parce que lui, il n'aurait pas accepté. Donc tout le monde est conscient qu'on joue comme des homos, mais pas le personnage principal. Vous voyez, puis en fait, si vous savez ça, et que c'est Messala, je crois, le frère, enfin le compagnon de Ben-Hur, celui dont il croise la route tout le long, qui va finir par le trahir, je ne me rappelle plus bien l'histoire, mais chaque fois qu'ils se retrouvent, revoyez le film, c'est absolument flagrant, quoi. Donc en fait, on peut voir beaucoup de films classiques hollywoodiens comme ça. Hein. Alors ça, c'est Lou, ça. Je ne sais pas d'où vient le titre. Sur le document de travail, au tout début, le premier scénario, ça s'appelait Vision de l'Ouest. Mais c'était vraiment parce qu'il faut trouver un titre quand on travaille dessus. Mais je pense qu'on savait, elle et moi, qu'il ne fallait pas se contenter de ça, quoi. Vision de l'Ouest, au pluriel, c'était pas bon, quoi. Donc elle est arrivée avec cette idée-là. Non, ça c'est vraiment elle. Je pense qu'au début, je crois me souvenir qu'au début, je me disais ah ouais non c'est bien, mais l'odeur des garçons, est-ce que ce serait pas mieux, plus court, plus puis de toute façon, vous savez quand les journalistes, les libraires, etc. Quand il y a des titres longs et compliqués, ils ont tendance à les raccourcir pour que ça aille plus vite quoi. Donc là, je me suis dit très vite, ça va devenir l'odeur des garçons, tu vois, pour faire plus court. Donc autant l'appeler dès le début l'odeur des garçons. Mais l'odeur des garçons, ça fait vestiaire de foot en fait. Donc elle a tenu là-dessus et elle a eu raison. J'ai mis du temps en fait à me faire à ce titre, mais il est assez beau en fait.
Et puis il fonctionne bien. La couverture aussi, par exemple, j'ai mis du temps à me faire à cette couverture parce qu'on a fait énormément de recherches et de propositions. Et maintenant que je vois avec le titre, la couverture, c'est une évidence en fait. Je, euh, je sais pas, j'ai essayé de rendre tout ça fluide, euh, beau, compréhensible, clair. Euh, Il y avait le ton aussi, il fallait faire très attention au ton, parce que je pense que cette même histoire-là, avec rigoureusement le même scénario, mot pour mot, je pense qu'on peut en faire un truc très vulgaire. Donc il fallait rester, j'allais dire dans le bon goût, mais ça veut rien dire le bon goût. Donc dans une sorte de finesse troublante comme ça. J'ai moi-même été assez troublé à certains moments. Tous les passages d'amour physique, enfin de désir, de corps nus, tout ça, c'était assez troublant à faire. Troublant dans le bon sens, très plaisant, quoi. Très sensuel, ouais. Il y a même des bouts où tout d'un coup, après avoir fait ces passages-là, tout d'un coup, il suffisait qu'un des personnages touche les naseaux d'un cheval pour que ça devienne sensuel quand je le dessinais. Euh, voilà, si je retenais quelque chose, ce serait ça, une moiteur, une sensualité que j'ai physiquement ressentie à certains moments. Et puis, non, mais je sais pas, je serais tenté de vous dire du plaisir si je dois retenir un truc. Je me suis bien éclaté à faire ça. C'était le pied. Voilà.